Donc Gabriel, avant d'entrer, on va dire, dans le vif du sujet pour annoncer ce que tu proposes de couvrir au fil de ces quatre conférences, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus à ton sujet, ton parcours, tes compétences et ton approche? Oui, bah, volontiers, hein. C'est vrai que c'est important pour les personnes qui sont avec nous de mieux comprendre qui je suis. Alors, si vous avez lu la page du blog à propos, je décris un peu mon parcours. Je suis diététicienne nutritionniste, mais surtout comportementaliste. Alors, c'est peut-être ça qui vous intrigue. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette spécificité? Eh bien, en fait, ça signifie que pour aider des personnes qui ont envie de changer de comportement alimentaire, on va s'intéresser pas uniquement à ce qui est mangé, mais on va également s'intéresser au pourquoi et au comment. C'est une approche en fait globale qui va considérer la personne dans son intégralité et c'est cette approche globale qui permet de trouver des leviers pour le changement. Alors, pour pouvoir vous accompagner de cette façon-là, j'ai un parcours de formation un peu particulier. Je suis formée en biologie, j'ai un master en biologie. Par ailleurs, j'ai un diplôme en thérapie comportementale, en éducation thérapeutique également. Et actuellement, je suis en DU de psychonutrition, donc je suis toujours en train de découvrir des outils qui vont pouvoir vous être proposés. Et par ailleurs, je suis professeure de yoga, en fait, ce qui permet d'aborder aussi le sujet en intégrant le corps qui est objet de souffrance et avec lequel il faut qu'on fasse une alliance pour avancer dans le changement. Alors moi Bien. je parle beaucoup, mais Arnaud qui est avec nous, Oui, encore, et, oui. et toi Arnaud alors, Qui qui es-tu? suis-je? Qui suis-je? Ou peut-être Ouais. que suis-je? Ben écoutez, je suis quelqu'un qui aime bien manger, mais Ah, ça c'est bien ça. je mange peut-être pas très bien, parfois. Voilà pour ce qui est une présentation très simple du point de vue alimentaire, mais sinon, pourquoi je suis là ce soir? C'est parce que je connais Gabriel depuis très longtemps, et puis j'ai un très très long parcours au cœur de cette science qu'est le bouddhisme himalayen. Et ce qui me plaît beaucoup dans cette science-là, c'est qu'elle permet d'aborder des outils qui sont au-delà de la tradition, au-delà de la religion. Et donc moi, j'ai énormément pratiqué, et donc je suis, on va dire, quelque part un expert de ce que l'on appelle la pleine conscience ou la méditation du calme mental. On parle beaucoup en ce moment de la pleine conscience parce que le monde scientifique, depuis quelques décennies, avec des centaines d'équipes de chercheurs à travers le monde, on fait vraiment des études très poussées sur les bienfaits de la méditation. Et maintenant, donc, l'utilisation de la méditation est vraiment se déploie maintenant dans le monde médical avec des rapports médicaux, avec des outils destinés à tous les types de publics pour faire avancer les gens sur des problématiques médicales, comportementalistes ou cognitives. Donc moi j'ai on va dire un très très long parcours. Je suis considéré par le monde scientifique, enfin les scientifiques considèrent que un individu qui a plus de 30 000 heures de méditation à son passif est un grand méditant. Et donc moi j'ai réalisé de longues retraites coupées du monde pendant 1 an et 4 ans à méditer plus de 12 heures par jour. Donc j'en suis à peu près à un petit peu plus de 35 000 heures de méditation au compteur. Donc de ce fait-là, il paraît que mon cerveau a une certaine plasticité qu'il faudrait peut-être que j'aille observer avec l'imagerie médicale. Mais voilà, je suis, on va dire, un expert de la méditation et du calme mental. Et pourquoi Gabriel m'a invité? Parce que son programme comporte, ben elle vous en dira plus, mais son programme comporte des outils ou des méthodes pour apaiser le mental, pour aider à prendre des décisions et à changer des comportements alimentaires en particulier. Voilà, Gabriel, Ouais, ça va? ouais. Ça te... Oui. Ouais. Oui, 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 oui. Alors oui, un duo hein, qui a son importance parce que les personnes qui sont présentes avec nous le savent. Et en fin de compte, le comportement alimentaire, c'est un comportement tout à fait complexe. Et ce qui se passe dans notre tête a beaucoup d'importance, hein. Je crois que c'est bien ce qui nous fait faire un écart entre la théorie et la pratique, c'est tout ce qui va se passer dans notre tête. Et on voit bien comment le calme mental, le fait de réussir à débrancher un peu cette agitation, toutes ces idées, toutes ces émotions, prendre de la distance avec ça, mettre sa tête au repos, comment ce repos peut
créer sur le comportement alimentaire et sur d'autres comportements de grands changements. Donc c'est la raison pour laquelle, et c'est aussi la force de cette approche, de pouvoir bénéficier de la pleine conscience pour avancer, pour créer du changement là où jusqu'à présent il a été difficile de le faire. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quels sont les grands points que nous allons couvrir au fil des conférences? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble? Alors, pour aborder le contenu de ces conférences, euh, j'ai souhaité déjà partir d'une constatation tout à fait étonnante, qui est celle de pourquoi prenez-vous du poids alors que vous voulez maigrir? La plupart du temps, ce qu'on constate, c'est que alors que vous êtes en train, vous avez investi beaucoup d'énergie dans cette perte de poids, et bien, si vous reprenez votre courbe, et avec le temps, vous voyez que malheureusement, alors que vous voulez maigrir, et en fait, votre poids part à la hausse. Alors, c'est ça qui nous interpelle. Comment expliquer ce paradoxe, c'est-à-dire comment expliquer le fait que les régimes non seulement ne marchent pas, mais vous éloignent en fait de votre objectif. Et c'est bien la compréhension des mécanismes en jeu qui vont nous permettre de, de, de savoir ce qu'il faut faire pour agir. Voilà. Donc on va D'accord. comprendre ce qui se passe. Ça va nous donner des clés pour savoir que faire. Mhm. Et puis, grâce à ça, pour savoir que faire, eh bien, nous allons tracer une route autour de trois grands axes, trois règles d'or qui vont nous guider tout au long de ce trajet qui nous amène au changement de comportement alimentaire. Donc des règles d'or qu'on va vous proposer de découvrir au cours des conférences. C'est à la fois découvrir les règles, mais aussi bien sûr vous proposer concrètement des exercices pour vous aider à les appliquer. D'accord, d'accord. Au terme de ces 4 conférences, qu'est-ce que tu aurais envie de mettre comme objectif? Quels sont tes objectifs? Oui, oui, oui. Alors voilà, je pense qu'en fait, ce qui a motivé hein, notre projet avec Arnaud, c'est avant tout l'envie d'être avec vous et de vous aider. C'est ça qui nous paraît important. On a la chance d'avoir un parcours professionnel ou un parcours d'expérience qui nous permet de disposer d'outils pour créer du changement sur le comportement alimentaire. Donc, c'est avant tout vous aider. Donc ça va être vous apporter des éléments de compréhension, hein, comme on l'a dit, il faut comprendre ce qui se passe, donc éléments de compréhension sur le poids, sur le comportement alimentaire. Et puis, au cours des conférences, on vous suggérera aussi, alors à la fois grâce aux mini-sondages en cours de route et puis aux exercices entre les conférences, on va vous suggérer des sujets de réflexion pour prendre du recul par rapport à votre histoire, par rapport à votre expérience. Puis on vous proposera des exercices concrets, de manière à ce que vous puissiez concrètement agir, créer du changement. Et surtout, ce qui va nous guider au cours de ces conférences, c'est d'écouter vos attentes, comme vous avez déjà commencé à nous en faire part avec le blog par exemple, vos attentes, vos doutes, vos interrogations, c'est tout ça qui va nourrir le contenu des conférences. L'important, c'est de sentir qu'on est réunis ensemble pour avancer ensemble, hein. C'est-à-dire tout le monde dans cette association est très important. Il n'y a pas les experts d'un côté et puis on n'est pas là pour vous donner des leçons. On est vraiment là pour ensemble réfléchir, apporter des éléments théoriques de compréhension, des éléments pratiques d'action et puis voir comment tout, tout ça peut se mettre en place progressivement dans le partage. Voilà. Comment t'en es venu à considérer l'ensemble de ces éléments pour faire avancer? On a maintenant du recul par rapport au régime, hein. Je Mhm. crois il y a des années de ça, on pensait de façon simpliste qu'il suffisait de faire un régime, c'est-à-dire de, de, de définir des règles très précises à suivre pour créer du changement sur le comportement alimentaire. Mhm. Et en fait, on voit bien et que ça marche pas. D'accord. Donc, c'est aussi toutes ces années
d'expérience qui nous montrent que le régime, ça ne peut pas être la solution. Parce que si c'était la solution, ça fait longtemps que le problème serait résolu et on ne serait pas aujourd'hui en train d'en parler. D'accord. Donc, c'est vraiment pas la solution. Et non seulement le régime, c'est pas la solution, mais il y a plus que ça. C'est-à-dire que le régime va avoir, euh, c'est pas uniquement l'absence de résultats, le régime, c'est en fait plus que ça, c'est la dégradation des comportements alimentaires. Donc, les régimes, on peut dire, et ce qu'on souhaitait bien aborder en premier, c'est les régimes attention danger. C'est pas D'accord, ouais. anodin, Ouais. et vous le savez sans doute parce que vous en avez fait, qu'il y a, quand on entre dans un régime, des effets pervers au niveau du mental, par exemple, au niveau Mhm. des émotions, et donc il y a des dangers. Et ces dangers, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne les connaît pas, tout simplement parce que il existe depuis 2010, donc depuis 3 ans maintenant, un rapport collectif d'expertise qui a été rédigé par l'ANSES, l'ANSES qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail, donc qui fait la synthèse de nombreux travaux étudiant justement l'effet des régimes. Alors l'effet d'un point de vue nutritionnel et les conclusions mettent en évidence qu'il y a un risque nutritionnel, un risque en fait de dénutrition quand on fait un régime. Mais au-delà du risque de dénutrition, il y a également des risques psychologiques et des risques au niveau de la perturbation du comportement alimentaire. Donc, faire un régime, c'est pas anodin. Aujourd'hui, on sait que entrer dans cette logique de régime, eh bien, va avoir pour conséquence, à moyen ou à long terme, un trouble du comportement alimentaire. Voilà. Mhm. Et là, donc, on avait prévu un petit sondage. Ouais, Je vais donc vous. qu'on vous proposera, Ouais, donc on là, vous proposera. c'était juste oui ou non la réponse. On peut le faire rapidement dans le chat, hein, comme ça on aura un Ouais. aperçu. Voilà. Donc, la question c'était vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas contrôler votre alimentation? Donc, est-ce que Ouais. dans le chat, vous pourriez nous mettre oui ou non? Donc, la question, c'est, vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne plus contrôler votre alimentation? Donc là, dans les réponses, commence à arriver. Donc, Ouais. oui pour Anne, Janie oui, Zora oui, Thérèse oui, 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 oui J'en parfois, suis Nadine, désolée. oui, oui, mais je me soigne, dit Agnès en rigolant. Voilà. Hein. Donc, voilà. Et oui, Ouais. hein, voilà. C'est en fait effectivement votre expérience qui confirme hein, ce que finalement, enfin, les études sont cohérentes avec ce que vous vivez vraiment quand il y a un régime qui fait. Alors, ce qui peut être aussi intéressant pour vous, ça va être de réfléchir à la date d'apparition de sentiments de perte de contrôle. Vous situez ça où et puis également d'avoir en tête la date du premier régime. Et puis parfois, de façon assez étonnante, on constate que ces troubles du comportement, ces sentiments de perte de contrôle, elles arrivent peu de temps après le début des régimes. Hein. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça apparaît pas avant le début des régimes, souvent, mais ça apparaît après. D'accord. Voilà. Ouais, ouais. D'accord. Et donc, et on sait aujourd'hui qu'il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire que après les régimes, on se mettrait à avoir des comportements, enfin, les comportements changent après le régime, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Alors, pour D'accord. expliquer, C'est ça pas c'est des, un c'est point pas des, intéressant. c'est pas, pardon, excuse-moi Gabriel, c'est pas des comportements qui vont nous amener à grossir et à nous mettre au régime, c'est le régime qui va induire ces comportements-là. C'est ce que Alors, démontre il y a les l'étude? deux, Ouais. hein, il y a les deux en fait. Mais ce qu'on sait, c'est que le fait de se mettre au régime a des conséquences sur le comportement alimentaire. Et on peut expliquer, hein, on cherchait tout à l'heure à donner des éléments de compréhension, on peut expliquer l'apparition de ces troubles du comportement alimentaire si en fait on repart de la définition des régimes.
Alors, dans le rapport ANSES, justement, le régime amaigrissant est défini. Il est défini comme suit, c'est les régimes amaigrissants ont pour principe d'établir un déficit énergétique par rapport aux besoins de l'individu par la diminution des apports alimentaires afin de perdre du poids. Jusque-là, ok. On comprend bien que pour maigrir, il faut créer un décalage entre les calories qu'on mange et les calories qu'on brûle. Mais c'est dans la façon de créer ce déficit que les problèmes vont commencer à arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le principe du régime amaigrissant, ben en fait, cette réduction calorique, elle est obtenue par la suppression de certains aliments. Et donc l'origine du déficit énergétique est obtenue par la suppression des aliments et pas n'importe lesquels. Qu'est-ce qu'on va supprimer? Pour faire des économies, on va supprimer les aliments les plus caloriques. Autrement dit, les aliments qui ont du goût et ben finalement les aliments gras et sucrés. Mais ces aliments gras et sucrés, c'est aussi ceux qui sont pour nous les aliments sources d'un grand plaisir gustatif. Aïe, aïe, aïe. Et alors, Aïe, aïe, et aïe. ouais, Aïe, et alors aïe, qu'est-ce aïe. qui va se passer? Qu'est-ce qui va se C'est un, passer c'est un- quand c'est un on supplice. supprime son aliment? Voilà, qu'est-ce qui se passe quand on supprime de son alimentation les, les, les aliments plaisir? Quelle est la suite? La grosse frustration, non? Ah bah ouais, et puis après, ça s'arrête pas là en général. Après la frustration, oui, euh, On y pense, hein, ouais, bah ouais, finalement, une fois ouais. qu'on est frustré. Ah, il y a Vraiment. Nadine qui dit, bon alors tiens, il y a Anaïs qui dit déprimé, et puis après Nadine qui dit je craque. Alors Nadine, vous craquez comment? Eh ouais. Comment vous craquez? Qu'est-ce qui se passe quand vous craquez? Vous remangez? Qu'est-ce qui se passe? Sur le Nutella, ah, moi aussi j'étais un fan de Nutella. On se jette sur le Excellent. Nutella. Voilà, voilà. Bon, donc ton prochain slide, Gabi, c'est la réponse à ça, c'est ça? Voilà, on voit que ça parle, hein, c'est super. Merci beaucoup d'interagir, hein. Déjà Ah. qu'on est privé de l'image, alors ça me fait plaisir de savoir que vous êtes avec nous pour réagir, c'est Donc il y fantastique. a Anne qui Alors ben dit, voilà, voilà, il y a Anne qui oui. dit, ben on laisse tomber le régime et on recommence à manger des cochonneries. Ben voilà, Ah, voilà, voilà. ben oui, hein, en fait, il y a une logique à la frustration, il y a une tension qui s'installe, on commence à avoir des obsessions, et puis à un moment donné, ben, il suffit de rien, hein, il suffit d'un grain de sable, et puis le ressort qui était très tendu lâche, et puis après la résistance, arrive la période malheureusement où, comme vous dites, on craque, c'est-à-dire on perd le contrôle et on se met à manger en grande quantité des aliments que justement on voulait éviter. Et c'est là vraiment l'effet pervers de cette mécanique du régime qui agit dans l'ombre, c'est qu'en fait elle nous amène à produire exactement le comportement qu'on cherchait à éviter. Voilà. Ah, Et d'accord. au final, hein, c'est quand même tordu ce truc-là. Et au final, on finit par manger, euh, avoir un apport calorique global qui va être supérieur à celui qu'on aurait eu sans rien faire. Donc, Hum, vous hum, voyez, hum, c'est hum. dramatique. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'efforts. C'est psychologiquement dur à vivre. Et tout ça euh, pour ne produire aucun résultat, Hum, puisque hum, hum, hum. on aura au final un apport calorique plus important. Donc, nous, quand on veut faire un régime, on veut créer un déficit. On met en place un truc qui devrait créer un déficit, mais qui dans l'ombre agit différemment Mhm. et au final plus on veut maigrir et plus on grossit. C'est ça D'accord, vraiment d'accord. l'effet complètement pervers de la logique des régimes. Et le Plus on veut rapport, maigrir. il a des chiffres sur justement ce fait-là, statistiquement. C'est en fait dans ce rapport, Il y a Nadine qui a un pour commentaire, il y a Nadine qui a un ouais, commentaire Nadine. presque prophétique, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, Ok, donc on garde précieusement le commentaire de Nadine, voilà, merci. voilà. En fait, oui, le rapport, il est consultable en ligne et vous avez, il y a pas mal de pages, il y en a une soixantaine, non un peu plus. Euh,
il y a à chaque fois, il résume dans des encadrés avec des points clés, les points forts, donc on peut à la limite ne lire que ça. Puis si vous allez directement aux pages 65, 66, vous avez la description de ce que je viens d'évoquer là, des effets pervers des régimes au niveau psychologique et au niveau comportemental. Donc je vous invite à prendre le temps d'aller lire ces quelques pages. Au final, donc je me pose la question. Alors, allez, le commentaire de Nadine qui dit Oui, donc pour mincir, ne pas faire de régime. ouais, Voilà, voilà, voilà. exactement ça. Hein, ça paraît complètement hallucinant de dire ça, mais le non-régime, c'est-à-dire en fait on va travailler sur son comportement alimentaire, mais d'une autre façon, on aborde les choses d'une autre façon. On pourrait dire que notre approche c'est le non-régime. Hein. Voilà, on va créer du déficit énergétique parce que ça, on est obligé d'avoir cet objectif, mais on va prendre une route qui va être complètement différente, hein, complètement différente. Tu vas nous révolutionner le monde des régimes, Gabriel. Bon, Alors, comment dire, c'est des études je ne suis pas du tout la seule à parler de tout ça. Hein. Vous avez déjà mhm. bien dû avoir l'occasion de lire des articles à ce sujet. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse être euh, en, en interaction pour pouvoir en parler avec vous et puis que ça passe du théorique au pratique. Hein, D'accord. c'est surtout ça qui est intéressant. Donc pour revenir peut-être au questionnement des personnes en ligne, Ouais. je te propose de passer à la seconde partie donc, que tu titrée, si mes souvenirs sont bons, pourquoi vous voulez maigrir ou quelque chose comme ça, c'est ça? Non, oui, un Non? peu comme ça. Qu'attendez-vous vraiment en maigrissant? Ah, d'accord, Voilà. ok. Ouais. Et oui, alors voilà, ça me paraît important de parler de ce point-là avant d'aller plus loin. Parce que ça, là, quand on entame une démarche, on a des attentes, on a un objectif. Et donc, c'est important de savoir précisément ce qu'on souhaite trouver au bout du chemin. C'est une question qui peut être un peu dérangeante, hein, c'est un peu peut-être un peu, ça peut vous bousculer en tout cas de formuler les choses comme ça. On a dit au départ, hein, nos objectifs c'était vous aider à avoir des pistes de réflexion. Donc ça en fait partie. Donc qu'attendez-vous vraiment en maigrissant? Alors pour aborder cette question, ce qu'on peut déjà faire, c'est regarder les résultats d'un sondage d'une enquête qui s'appelle 1K, qui a pour objectif d'étudier les habitudes alimentaires des Français. La dernière date de 2009, l'enquête 1K2. Donc un K2 2009 qui donc est une enquête qui étudie les habitudes. Et alors qu'est-ce que nous dit cette enquête? Eh bien, en 2005, un quart de la population s'est mise au régime. Quand même, hein. Un quart de la population adulte hein, s'est mise au régime, surtout des femmes. Et encore plus étonnant, Dans leur vie ou dans l'année? alors c'était effectivement, si mes souvenirs sont bons, c'était dans l'année qui précédait l'enquête, je Waouh, crois, waouh, waouh, hein, waouh, si mes waouh. souvenirs sont bien. Ah ouais. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de gens et beaucoup de personnes. Et on a vu tout à l'heure que malheureusement la pratique des régimes avait des conséquences négatives sur le comportement alimentaire. Hein. Donc ça veut dire qu'un quart de la population est concernée par l'effet pervers des régimes. Et puis encore plus étonnant de l'enquête, c'est que 15% des femmes qui avaient suivi un régime, je pense que c'était l'année avant, l'enquête avait un poids normal. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a aussi une grande partie des personnes qui euh, font de l'amaigrissement un objectif, alors qu'en fait, le poids est considéré comme normal. 40% des femmes se trouvent trop grosses, 60% des femmes souhaiteraient peser moins, les hommes s'y mettent aussi. Voilà. Mhm, mhm, Je ne sais pas si mhm. ça peut être une consolation, je pense pas. Les hommes s'y mettent aussi. Ah, voilà. Donc, alors, pourquoi je vous proposais ces chiffres-là pour aborder
aborder cette question de qu'attendons-nous. Et bien, ce qu'on voit, c'est que dans notre société aujourd'hui, telle qu'on fonctionne, il y a une énorme pression pour la minceur. Et ça, c'est inévitable, ça laisse des traces dans l'inconscient collectif. Et aujourd'hui, inconsciemment, on a cette égalité qui est une personne de valeur, c'est forcément une personne maigre. C'est-à-dire, vous voyez qu'on met en fait des valeurs, on attribue au poids que l'on fait des valeurs qui sont celles d'une personne. Donc, on comprend bien que là, il y a un problème. Et en fait, ça nous influence beaucoup. C'est inconscient ou préconscient, ça nous influence beaucoup. Et surtout, ça va venir toucher des personnes les plus fragiles. C'est-à-dire, en fait, ça a un impact très marqué sur les personnes qui vont être en doute par rapport à leurs valeurs personnelles. Et ces personnes en doute par rapport à leurs valeurs ont envie, et ça se comprend vraiment, de se sentir rassurées par rapport à leurs valeurs, et donc vont s'emparer de cet inconscient collectif et entrer dans une logique d'amaigrissement alors que le poids était normal. Donc, si vous voulez, si je résume, c'est en fait une personne qui est en quête de plus de confiance en soi, de plus d'estime de soi, et le moyen choisi pour y arriver, parce que la société nous a conditionnés d'une certaine façon, le moyen pour y arriver va être de viser l'amaigrissement. Voilà. C'est bizarre parce qu'en Asie, toi, je pense au Bouddha rieur qui est vraiment un icône, quoi. Enfin, il est gros et il est vraiment renommé Et il est content de vivre. il est content de vivre. Hein. Oui, donc c'est des schémas culturels et des valeurs. Oui, c'est dingue ça. Ouais, c'est vraiment lié même en restant en France, on voit qu'au travers de l'histoire, cette égalité-là enfin, est très contemporaine, quoi. Hein, ça n'existait pas par le passé, c'est le reflet d'un état d'une mentalité d'une société à un moment donné. Alors, oui, c'est donc un premier point, se dire, avoir ça en tête quand même. Hein, qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Est-ce que c'est finalement, dans le fond, on cherche à se sentir mieux avec soi-même? Et est-ce que maigrir va être la bonne façon d'y arriver? Hein, il faut quand même partir sur des bonnes bases. Et donc, devez-vous vraiment maigrir? Voilà. Alors, en France, pour le poids, on utilise un repère santé qui est l'IMC, l'indice de masse corporelle. Et en fait, je tiens à rappeler que cet indice de masse corporelle, c'est un outil statistique pour faire de la prévention santé. Donc, chacun peut calculer son indice de masse corporelle. Vous l'avez sans doute déjà fait plusieurs fois. C'est le poids en kilos sur la taille en mètres au carré. Et donc, ça nous donne un indice, voilà. Et selon le résultat de l'indice, eh bien, on va se retrouver dans des catégories. Donc, si on a un poids qui est entre 18 et 25, notre poids est normal. Par exemple, si on mesure 1,60 m, ça veut dire que notre poids se situe entre 47 et 64. Eh bien, selon cet indice, hein, on est bien d'accord, le poids est normal. Mais attention, c'est un indice statistique. Voilà. Ça veut donc dire que c'est vrai pour une population. Cet indice a en fait un objectif prévention santé. Ça veut dire qu'on sait que si notre poids se situe dans ces valeurs-là, on présente moins de facteurs de risque de développer certaines maladies. Il n'y a rien à voir avec l'esthétique. Hein. Et puis, il faut aussi rappeler qu'en tant que valeur statistique, elle ne s'applique pas forcément à une personne. Et donc, ça sera intéressant pour chacun de faire un historique de l'évolution de son poids pour, de façon cohérente, trouver quel va être le poids d'équilibre réaliste par rapport à sa trajectoire pondérale personnelle. D'accord. Voilà. Dans un but de santé physique, tu parles là. Hein. Ouais, c'est vraiment bien. Dans un but de santé physique. Et là aussi, j'attire l'attention, il y a beaucoup de personnes qui souffrent
on l'a vu, le poids c'est une cause d'insatisfaction très importante. Il y a des personnes qui ont un poids normal et qui veulent à tout prix maigrir. Et là, pour la santé, évidemment, ça représente un danger, hein, à l'extrême. On connaît cette quête infinie de minceur, de maigreur chez les anorexiques. Donc, il y a besoin d'être clair par rapport à ça, quoi. Est-ce que j'ai un surpoids qui statistiquement me met en situation de risque par rapport à une maladie cardiovasculaire, par exemple, ou une maladie liée, voilà. Ou alors est-ce que mon poids est normal? Et si mon poids est normal, que je veux quand même maigrir, alors qu'est-ce que je cherche finalement, hein? Est-ce qu'il y a, Gabriel, est-ce qu'il y a... Parce que là, tu viens de parler de personnes anorexiques, c'est des extrêmes. Mais est-ce que Oui. chez une personne qui est pas forcément en fort surpoids, est-ce qu'il y a des risques à maigrir sans devenir anorexique pour autant, physiquement? Alors, le risque à maigrir vient surtout de la méthode qu'on a choisie, hein, comme le dit le rapport de l'ANSES. Les régimes vont créer des carences nutritionnelles, donc il y a un risque, parce que la carence nutritionnelle présente un risque pour la santé. Et puis, si la technique retenue est toujours le régime, eh ben, il y a un risque de trouble du comportement alimentaire. Donc voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas maigrir, mais D'accord, il faut peut-être envisager les choses autrement. d'accord. Euh, bien. Alors, ouais, c'était donc pourquoi, ou je l'ai écrit différemment sur la diapo d'après, c'est pourquoi ou pourquoi, en deux mots, voulez-vous maigrir? Ah, Voilà, pourquoi? Ah oui, pourquoi? Ouais, hein, ouais, voilà. Pourquoi ou pourquoi, pour obtenir quoi? ouais. Dans le fond, quel changement attendez-vous? Voilà des questions que vous pouvez vous poser si vous êtes dans cette situation, prendre un temps pour réfléchir. Transformer une vie de souffrance en une vie de bonheur, point d'interrogation. Et selon vous, la seule perte de poids peut-elle tout solutionner? Point d'interrogation. Mhm. Voilà, hein, des pistes de réflexion. Donc Alors, là, d'accord. Donc ouais. là, c'est des grands thèmes et après, donc ces réflexions-là, ça peut se décliner par dans les conférences d'après. Ce que tu proposes, c'est quoi? C'est décliner ces réflexions, donner des pistes de réflexion ou comment? Quelle est ton approche en fait pour aller dans ces réflexions-là? Alors, alors justement, hein, ce qu'on va vous proposer, euh, c'est, on l'a dit, hein, on est là pour vous aider à y voir plus clair et puis à comprendre et à agir, hein. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que plus de bonheur est toujours possible, hein, on est bien d'accord. C'est notre objectif, on n'est pas là pour souffrir, donc on va tout faire pour aller tous les jours de mieux en mieux Ouais. et le ressentir vraiment. Donc, plus de bonheur est toujours possible, c'est ce qui va être notre objectif. Et la perte de poids, si elle est nécessaire, peut y contribuer, on est Mhm. bien d'accord. Mhm. Mais il est également nécessaire de faire évoluer son lien à l'alimentation et plus largement son lien à soi, hein, voilà. Mhm. Donc, c'est pas oublier que euh, maigrir, perdre du poids n'est pas suffisant en Mhm. fait. Mhm. Perdre du poids ne va prendre tout son sens, toute sa valeur, ne va vous aider à répondre, va vous aider à répondre à vos attentes profondes qu'à une seule condition, c'est que vous puissiez faire évoluer votre lien à l'alimentation et au-delà du lien à l'alimentation, de votre lien à vous-même. Voilà, Mhm. hein. Mhm. C'est ce que vous voyez là, nécessaire, mais alors c'est un chemin qu'il faut prendre le cœur léger, même s'il y a quelques obstacles qui risquent de vous mettre au défi, c'est inévitable. Mais en fait, les obstacles, il faut plutôt les remercier parce qu'en fait, c'est eux qui nous indiquent la route. Quand on rencontre une difficulté, si on est accompagné pour comprendre cette difficulté et mettre en place des stratégies qui vont nous aider à dépasser ces difficultés, eh bien, en fait, l'obstacle, il nous fait faire un vrai bond en avant. Mhm. Et Mhm. donc, ces difficultés, elles sont à accueillir et
acceptés dans leur sens positif. Et c'est un chemin qui sera évidemment plus facile à réaliser lorsque l'on est accompagné, parce que quand on est déjà le fait d'être, ne pas être seul, c'est se sentir plus fort, et puis aussi le regard d'une personne extérieure peut nous aider à prendre du recul et à mieux comprendre ce qui se passe et de ce fait à mieux envisager les solutions qui seront les plus pertinentes. Mhm. Voilà. Alors ça nous Bien. amène bien sûr à cette question fondamentale, c'est que pouvez-vous faire, Ben oui, comment concrètement, que qu'est-ce qui va se pouvez-vous passer faire? là? Voilà. Si- Alors on peut dire que au cœur du changement, euh, il va être nécessaire de restaurer un contrôle sensoriel du comportement alimentaire. Alors, un contrôle sensoriel, c'est-à-dire, là, on n'est pas du tout en train de parler de régime. Le régime, vous le savez, c'est établir un contrôle rigide, fixe, c'est un programme qu'on suit coûte que coûte, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances. Ça, c'est le régime, c'est un truc hyper rigide. Ici, on n'est pas du tout là-dedans. On va développer des repères. Mhm. Ces repères sont à l'intérieur de vous et c'est des repères, c'est ces repères-là qui vont vous guider au jour le jour, instant après instant, pour vous aider à faire les choix les plus justes pour vous, c'est-à-dire les choix qui vont vous permettre, on en reparlera dans d'autres conférences, à Mhm. maintenir un équilibre global interne, et un équilibre global qui sera également un équilibre émotionnel. Donc, c'est restaurer un contrôle sensoriel, c'est réapprendre à manger naturellement, hein, en écoutant les messages de la faim et de la société, sans supprimer aucun aliment. Mhm. Ça, c'est très important. On a vu avec les régimes que supprimer les aliments, surtout ceux qui sont associés à plus de plaisir, crée des troubles du comportement alimentaire. Donc ici, on intègre tous les aliments, mais on va apprendre à écouter les messages du corps pour pouvoir faire des choix. Donc On va, ça rejoint ce que disait tout à l'heure Nadine, c'est-à-dire pas de régime, mais ouais, on va commencer par autre chose que changer l'alimentation, c'est ça? ouais, c'est ça, oui, tout D'accord. à fait. On va déjà commencer par mieux se connaître et pour pouvoir mieux s'accompagner vers les choix qui soient les plus adaptés pour soi, hein. Mhm. Voilà. Mhm. C'est apprendre en fait à faire la différence entre la faim et l'envie de manger, Mhm. à devenir plus à l'aise avec ça, et c'est identifier le besoin s'exprimant au travers des envies de manger. Mhm. Et apprendre évidemment et répondre autrement comment j'en sais. On parlait du plaisir tout à l'heure, hein, Mhm. euh, au travers de l'alimentation, on cherche du plaisir, on cherche plein de trucs en fait, et ça génère toutes ces envies de manger. Mhm. Et bien peut-être qu'on peut développer d'autres expériences que celles de manger qui nous produisent des effets, les effets attendus. Mhm. Voilà. Mhm. Mm. Bien, il y a Nadine qui a écrit c'est dur ça, donc quoi, est-ce que c'est dur de faire la différence entre la faim et l'envie de manger, toi, par l'expérience que tu as en cabinet auprès des personnes qui viennent te voir, c'est vraiment une difficulté ça, de faire la différence entre la faim et l'envie de manger? Oui, ben, oui, tout ça, ça s'apprend. En fait, la difficulté, c'est déjà de réussir à se poser la question. C'est pas si évident que ça. Et puis, une fois qu'on s'est posé la question, c'est essayer d'y voir un peu clair. Alors, il y a des fois où on y arrive, on a très faim et donc le message est bien net. Et Mhm. puis, il y a des fois, l'intensité de la faim est moins marquée et en même temps, on a envie de manger. Donc, ça devient un peu plus confus. Mhm. Puis il y a des fois, on n'a pas faim, on a envie de manger, et en même temps, on a plein d'autres sensations qui sont présentes, la Mhm. fatigue, la Mhm. colère, la tristesse, Mhm. Mhm. voilà. Et Mhm. donc, à ce moment-là, y voir clair, ça devient plus compliqué. Et c'est évidemment plus complexe, donc plus compliqué d'y voir clair à ce moment-là. Ouais. Mhm. Mm. Mhm. Mhm. Gabriel, tu connais Anaïs?
Non? Oui, Anaïs, bien sûr. Ah, donc, Enfin, je pense que nous parlons de. Je pense que. Oui, oui, oui. parce que donc j'ai deviné que tu la connaissais parce elle a écrit, donc ça doit être une fan ou une habituée de tes conseils. Oh, merci, Anaïs. Une, une fois qu'on a compris, on y arrive bien à faire la différence, j'imagine, entre faim et Ah, envie de merci. manger. Donc, il faut déjà comprendre avant de pouvoir, c'est ça? Il faut déjà ressentir, hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Je pense ce qu'il faut déjà apprendre, c'est être davantage à l'écoute de soi, des sensations. Et c'est là aussi que la pleine conscience, Voilà, tout à elle fait. peut nous venir en aide, hein. Voilà. C'est apprendre à être davantage en communication avec soi-même. Et oser rentrer en communication avec soi-même pour aller voir ce qui se passe, parce que souvent on ne veut pas regarder ce qui se passe droit dans les yeux. C'est parfois Hein. difficile de se recentrer sur ses propres sensations. Hein. Oui, On le oui, voit, oui, moi oui, tout enfin, à on le fait. voit souvent en méditation, c'est pas forcément évident d'oser aller Euh, observer ce qui se passe en nous en termes de sensations. C'est pas évident. C'est un apprentissage aussi. Bien sûr. Ouais, ouais. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il n'y a rien d'évident hein, dans tout ça. Si c'était si évident que ça fait longtemps qu'on l'aurait fait. Mhm. Donc non, il n'y a rien d'évident. Mais avec le temps, avec l'entraînement, les choses deviennent de plus en plus évidentes. Voilà. Petit à petit, peut-être certains jours plus que d'autres, le brouillard va se lever et on y verra plus clair. Mhm. Ouais. Bien. Alors respecter les sensations, ça a un intérêt. On était toujours dans la perspective de l'amaigrissement, hein, Mhm. et ben grâce au respect de ce qu'on ressent, donc c'est pas violent là, vous comprenez bien, parce qu'il ne s'agit pas de se priver, il s'agit de s'écouter. Ouais, Donc ouais. on n'est pas du tout dans la même logique émotionnelle. Et là, grâce à ça, on va avoir une égalité qui peut s'installer, c'est les calories apportées vont être égales aux calories dont vous avez besoin. Et ça, c'est précieux parce que grâce à cet équilibre-là, entre ce qui est apporté et ce qui sera utilisé, bien vous allez vous sentir tranquille, vous allez vous sentir en paix et enfin retrouver une sérénité en mangeant qui a disparu quand on s'est installé dans la logique du régime où tout est violent quelque part. Parce que Mhm. c'est la restriction, parce que c'est la frustration, parce que c'est la perte de contrôle, parce que c'est la Mhm. culpabilité. Mhm. Et alors, ce qui est épuisant, c'est un vrai combat, une guerre qui s'installe à l'intérieur. Et là, on abandonne, on pose les armes et on avance tranquillement et c'est beaucoup plus agréable, quoi. Donc, on a bien là une façon d'atteindre notre objectif qui est être plus de bonheur. Voilà, Bien, bien. notre Voilà. objectif, c'est plus de bonheur dans tous les cas. Être plus D'accord. heureux, plus de bonheur. D'accord. Et là c'est à ce stade-là, il y a pas, il peut y avoir plus de bonheur après un petit cheminement, mais il n'y a pas forcément une forte perte de poids pour l'instant. Oui, oui, c'est-à-dire que effectivement, si on veut maigrir vite, ben, il n'y a pas 36 solutions, hein, c'est forcément passer par la violence, Ouais. donc par le régime très strict, protéiné, etc. Et puis, ben, on l'a vu, ça laissera des traces, hein, c'est-à-dire troubles du comportement alimentaire, prise de poids, perte d'estime de soi, etc. Donc, D'accord. voilà. Ouais, c'est une spirale descendante, alors que là, à l'approche, c'est une spirale Ouais. montante. D'accord, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Alors, d'accord. c'est effectivement, c'est la sagesse, c'est la voie de la sagesse, c'est réapprendre à être en lien différemment Ouais. avec l'aliment et avec soi, et progressivement s'acheminer vers un état d'équilibre qui nous permette d'obtenir le poids d'équilibre, c'est-à-dire le poids qui est prévu pour soi Ouais, à un ouais, moment ouais, donné. ouais. Ouais. Alors, je fais une petite précision pour les auditrices. Moi, je suis comme vous, c'est-à-dire que je découvre quasiment, vraiment en même temps que vous, la démarche de Gabrielle. Gabrielle m'a sollicité parce que dans sa démarche, il y a la pratique de la pleine conscience qu'elle conseille et qu'elle veut vous faire pratiquer. Donc, mais au niveau de sa méthodologie, voilà, je découvre quasiment en même temps que vous. Hein. Donc, c'est très agréable pour moi également. Voilà. Donc Gabriel, donc on va commencer par quoi alors? Par quoi on va commencer? Voilà, alors
faut agir, hein. Si on fait rien, il ne se passera rien, on est bien d'accord. Donc il faut passer à l'action. Passer à l'action, c'est ce que je vous propose, une première clé. On a dit 3 règles d'or. Dans ces 3 règles d'or, il y a des clés pour ouvrir certaines portes. La première clé, c'est apprendre à mieux vous connaître en tant que mangeur. Voilà, apprendre à mieux vous connaître en tant que mangeur, c'est apprendre à être plus au clair avec les déterminants de votre comportement alimentaire, c'est-à-dire notamment se poser des questions sur le rôle de la faim et de l'envie de manger. Alors, comment on fait ça? Parce que ça, il faut être très concret, hein, quand on veut changer de comportement alimentaire, il faut très concrètement faire un certain nombre de choses, hein. C'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Et donc, on peut, pour travailler ce premier point, apprendre à mieux se connaître, faire un exercice. Donc, c'est un exercice que je vous propose aujourd'hui, que je vous propose de faire d'ici à la prochaine fois qu'on se retrouve. Comme ça, la prochaine fois, vous pourrez nous parler de ce qui s'est passé pour vous et ça nous permettra de vous aider et puis surtout on aura la caméra la prochaine fois, tout va très très bien fonctionner, merveilleusement bien. Évidemment, voilà, puisqu'on a tout fait aujourd'hui, les problèmes, donc grâce à ça aussi entre vous, c'est-à-dire il y a nous, il y a vous, mais il y a aussi le groupe, et bien trouver des façons de s'entraider les uns les autres. Alors un premier exercice, c'est choisissez d'ici à la semaine prochaine une journée d'observation. Ce jour-là, vous allez faire au mieux pour vous observer. Et ce jour-là, gardez avec vous un carnet ou une feuille de papier. Et au cours de la journée, avant chaque prise alimentaire, prenez le temps de noter l'heure et d'indiquer si, selon vous, vous allez plutôt manger par faim et ou, en fait, c'est et ou envie de manger. Voilà, rien que ça. Déjà, se poser cette question, est-ce que je mange par faim et que j'ai envie de manger? Est-ce que je mange que j'ai pas faim et juste envie? C'est une question clé pour commencer à y voir plus clair sur son comportement alimentaire. C'est une question qu'on se pose rarement, en effet. Ouais. On mange parce que c'est l'heure, parce que les collègues mangent à cette heure-là, parce que... et donc la semaine prochaine, Gabriel, qu'est-ce que tu souhaites aborder comme Alors la point? semaine prochaine, oui, la semaine prochaine, j'espère qu'on vous retrouvera la semaine prochaine. Donc on vous proposera de faire un retour sur l'exercice d'observation de vos sensations, qu'on puisse en discuter ensemble. Et puis, je vous proposerai d'approfondir cette question qui est pourquoi les régimes ne marchent pas, hein. On a vu aujourd'hui qu'il y avait déjà un effet du régime sur qui s'explique par la frustration et qui entraîne la perte de contrôle. Il y a d'autres mécaniques qui agissent dans l'ombre. Donc, je vous présenterai des éléments de compréhension. Il y aura à nouveau une clé pour agir. Et alors, si vous avez apprécié la conférence, n'hésitez pas à nous en faire part et également à nous faire part de ce que vous auriez aimé trouver, que vous n'avez pas trouvé. Ça nous aide en fait. Nous, ce qu'on souhaite, c'est bénéficier de vos retours. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et puis, bonne fin de soirée, bonne semaine et puis à la semaine prochaine.